se retrouve du coup pour ce live métier qui va débuter avec Yann, que vous allez découvrir dans quelques instants. Je compte sur vous, je le rappelle, pour mettre un maximum de commentaires, parce que sachez que juste avant la pause, je vous avais proposé de mettre plein de commentaires, il n'y en a eu que 3. Donc alors, je sais pas, tout le monde est parti aux toilettes ou j'en sais rien, mais n'hésitez pas en tout cas d'être bien au taquet durant ce live métier. Donc qui dit live métier dit interview avec un professionnel, donc je vous propose tout de suite de voir le sommaire pour être bien sûr d'être au courant de tout. On va d'abord voir en quoi consiste son métier, le cas concret, quel est son parcours, ce qu'il préfère, ce qu'il aime un peu moins. Et enfin, on terminera avec les clichés et anecdotes. Je reprécise bien évidemment que si vous avez des questions qui concernent le parcours, ce qu'il préfère, pour des questions sur une journée type ou ce genre de choses, on va y répondre quoi qu'il arrive avec la présentation. Donc, ce n'est pas la peine de spammer dans les commentaires à ce niveau-là. Par contre, il n'y a aucun souci si vous tenez à spammer les commentaires, l'espace commentaire, en tout cas avec plein de questions nouvelles et des questions qu'on ne va pas aborder, bien évidemment. Sur le coup, ce sera des questions sur lesquelles je vais pouvoir rebondir. Sachez aussi une chose, si je loupe malheureusement votre question parce que je ne regarde pas le chat au moment où vous en parlez ou que je suis un petit peu perdue dans les commentaires pour les retrouver, n'hésitez pas à les remettre pour être sûr que je ne les loupe pas. Vous avez aussi Yasmina en tant que modératrice pour vous permettre de ne pas vous perdre. Elle sera là pour un peu réexpliquer ce qu'il se passe. Comme ça, on arrivera beaucoup plus clairement à faire la synthèse de tout à l'heure. Voilà. J'ai trop parlé, sans plus attendre, je vous propose de découvrir la star du jour. Il s'agit de Yann. Bonjour Yann, comment est-ce que tu vas? Ça va très bien. La star du jour, on en fait peut-être un petit peu trop, non? Oh, tu verras, ça dépend ce que tu nous dis, ce que tu Bon, nous dévoiles mais sur ça ton va compte. très bien et je suis très heureux d'être avec vous et surtout Bon, bah j'espère super. être utile, pendant ce petit moment qu'on va passer ensemble à tous ceux qui participent à ce live. Bah écoute, on va tout faire pour voir, pour l'être en tout cas. Donc merci beaucoup d'avoir accepté de passer cet après-midi, ce début d'après-midi avec nous. Pour commencer, bon déjà tu travailles chez Decathlon, ça c'est sûr, ça je leur ai déjà annoncé. Mais qu'est-ce que tu fais pour Decathlon? Aujourd'hui, j'ai un métier on va dire, de chef de projet. J'ai un métier, qui est un peu un métier d'explorateur, en fait. Ok, Il se trouve que j'ai dans mon parcours professionnel, été un créateur d'entreprise et ce qui est un fil rouge de mon parcours, c'est la créativité et la création et j'ai la chance chez Decathlon de pouvoir travailler sur des nouveaux projets et faire émerger des nouveaux projets. Donc aujourd'hui, j'ai la responsabilité au sein de l'entreprise de développer ce qu'on appelle les modèles d'affaires d'économie circulaire. Alors, c'est un bien grand mot pour dire savoir réparer, savoir faire de la seconde vie, savoir louer et savoir recycler des produits d'accord. sportifs, avec des clients et avec des fournisseurs qui sont des clients et des fournisseurs qui ne sont pas les gens qu'on a l'habitude de rencontrer quand on va chez Decathlon, c'est-à-dire des citoyens, des consommateurs, Mhm. ce qu'on appelle du B2C, business to consumer, le business to consommateur, mais ce sont des professionnels. Donc j'ai la responsabilité de développer ces modèles d'affaires avec des professionnels, c'est-à-dire louer des flottes de vélos à des hôtels, louer, vendre des produits d'occasion pour faire du fitness dans des entreprises, pour que les collaborateurs des entreprises pratiquent du sport, Hmm. racheter à des loueurs de vélos ou à des loueurs de ski des skis en fin de saison pour les reconditionner et les revendre ou les relouer à nos clients à nous. Voilà, c'est ça mon Hmm. métier. Ok, d'accord. Donc plein de choses, en tout cas plein de tâches diverses, j'imagine, et variées. Alors, est-ce que ça a un rapport aussi? Peut-être pas du tout. Mais du coup, là, tu parlais du fait de recycler quelque part les objets et tout ça. J'ai vu même que Decathlon, maintenant, met en place tout ce qui va être les marchés d'occasion. Donc, ça veut dire que Tout dans à chaque... fait. Ouais, ça, c'est génial, ça. Donc, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, si vous n'êtes pas allé dans un Decathlon récemment, vous pouvez maintenant, dans chaque rayon, pouvoir retrouver des objets qui sont, du coup, en occasion. Et ça, je trouve ça super cool parce qu'en plus, la plupart sont en très bon état et on peut acheter moins cher des objets peut-être qui peuvent nous servir dans une seconde vie du coup pour ces objets. Alors, pas tout à fait dans tous les rayons, c'est pas tout à fait vrai parce que certains produits ne se prêtent pas au marché de l'occasion. C'est Mhm. notamment, par exemple, des produits qu'on porte près du corps, des produits textiles. Même si Vinted montre qu'on est capable d'acheter à peu près tout et n'importe quoi en matière textile sur sa plateforme,
C'est vrai que chez Decathlon, on ne va pas revendre beaucoup de ce qu'on appelle des vêtements de première couche, celle qui est près du Mhm. corps, en occasion. On va plutôt vendre des produits d'équipement. Donc, on va vendre des vélos, des matériels de fitness, on va vendre des matériels de camping, des matériels de trekking, on va vendre certaines chaussures, des chaussures de running, des chaussures de sport collectif. Il y a deux manières d'avoir des produits qui sont des produits d'occasion qu'on va offrir dans nos magasins ou qu'on va offrir sur le web. La première manière, c'est que toutes les personnes qui achètent des produits et qui les retournent chez Decathlon parce que ce n'est pas la bonne taille, tout compte fait, ça ne leur va pas, ou ils ont décidé de changer de sport pour une raison X ou Y, bah, ils les ramènent et évidemment, ces produits sont en bon état, donc ça serait dommage de ne pas les réutiliser. Donc ça, Bien c'est ce sûr. qu'on appelle chez nous des produits sauvés. On les a sauvés parce que sinon, on les aurait, à une autre époque, on les aurait jetés et on ne les aurait pas utilisés. Et puis, il y a une autre source qui est celle qu'on communique aussi à nos clients et qui est de dire, bah, quand vous avez des produits sportifs dont vous ne vous servez plus et qui encombrent vos garages ou vos placards, bah, ramenez-les nous. Nous, on les rachète. On va les reconditionner, c'est-à-dire on va les diagnostiquer, on va les nettoyer, on va éventuellement les réparer ou les re-régler, et ensuite on va les reproposer à nos clients comme des produits d'occasion, reconditionnés, avec à la différence des plateformes que vous connaissez, qui sont par exemple Le Bon Coin ou Vinted, qui est que Decathlon, en tant qu'entreprise, en tant qu'industriel spécialisé dans le sport, va garantir que ces produits sont en parfait état d'usage et va même offrir une garantie, comme sur un produit neuf, qui peut aller Ok. jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire Ouais, c'est avec un produit super. garanti 2 ans. L'initiative, franchement, pour le coup, enfin, quand j'avais vu que ça arrivait chez Decathlon, j'étais trop contente. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Il y a Anaël dans le chat qui te demande, c'est quoi votre sport préféré? À moi, Oui. j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup faire de sport, mais celui que je pratique le plus en ce moment, c'est le vélo, le padel, celui de la raquette, hein, pas le paddle avec la rame, le padel. Oui, oui. Et puis, je continue de courir et principalement, oui, effectivement, de faire du footing. Et je fais aussi un peu de fitness. Voilà. Ok, trop bien. Ouais, bah ça va. Et l'hiver, j'adore le ski. L'hiver, j'adore le ski quand Ouais, j'ai l'opportunité d'y aller. Voilà. Mais un j'aime tous sacré les sports, en programme. fait. J'aime tous les sports. Je suis un vieux garçon, moi. J'ai 58 ans, donc des sports, j'en ai fait plein et j'adore en faire. Ouais, bah c'est bien. Et puis après, il y en a toujours plein à découvrir, donc ça, c'est vraiment le top. Donc, Exact. tu nous as partagé des photos, à nous de découvrir un peu plus ton quotidien. Est-ce que tu peux un petit peu nous les présenter pour savoir pourquoi tu les as choisis dans ce cadre-là? Alors, celle qui est en haut à gauche de votre écran, c'est celle qui représente un architecte qui est en train de discuter avec une équipe qui construit un bâtiment. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, mon métier, c'est vraiment d'explorer des modèles d'affaires, des projets qui n'existent pas, et de faire en sorte que quelques mois après, quelques années parfois après, ils existent. Donc j'ai un vrai rôle d'architecte. C'est pour ça que j'ai choisi cette photo. Celle qui est juste à côté, en haut, au milieu, je pense, alors je n'ai plus tout à fait le souvenir, mais ça doit être de la création. Ouais, c'est sur un Donc plan. on est aussi dans cette logique d'imaginer et de concevoir des nouveaux dispositifs, des nouveaux projets. Donc c'est un peu lié à celle qui était sur la gauche, avec cette notion de création, c'est-à-dire de partir d'une feuille blanche, d'une page blanche, rien n'existe. Et après, le travail que je mène, après les équipes que je recrute, que j'anime, et les gens avec qui je vais pouvoir travailler, puisqu'on ne fait rien aujourd'hui dans une entreprise qui n'est pas collectif, et c'est l'intérêt d'ailleurs de travailler dans une entreprise, mais il n'y a pas que dans les entreprises d'ailleurs, le collectif est toujours plus fort que l'individuel. Et ben Mhm. on arrive à concevoir des choses. Donc on part de la feuille blanche, on dessine, et un jour, ça devient une réalité. Celle qui est plus à droite, avec le sac à dos, c'est vraiment celle d'un explorateur, d'un défricheur. Moi, j'adore les terrains qui ne sont pas balisés.
encore une fois, c'est très cohérent avec le fait de partir d'une feuille blanche et d'imaginer des choses. Et donc, en face de moi, il y a un univers qui est vierge. Comment je vais tracer un chemin, comment je vais progressivement en faire un chemin un peu plus grand, puis peut-être une route, et puis demain peut-être une autoroute Oui, comme tu pour nous Decathlon. expliques, en fait, excuse-moi, je te coupe, mais je me permets, mais comme tu nous expliques, en fait, là, on parlait aussi, il y avait une question qui revenait sur les compétences à avoir. Là, clairement, la créativité, tu nous en as parlé brièvement au début, mais ça, c'est hyper important dans ton métier, du coup. Il faut Oui, la vraiment réfléchir. créativité est importante et c'est vrai aussi une certaine, je vais employer un mot, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais une certaine pluridisciplinarité, c'est-à-dire une Mm. capacité d'avoir fait beaucoup de choses dans une entreprise. Moi, j'ai commencé par faire du commerce, puis ensuite j'ai fait du management, puis ensuite j'ai fait de la direction d'entreprise, puis ensuite j'ai créé des entreprises. Donc j'ai touché à beaucoup des fonctions et des métiers dans l'entreprise. Et c'est vrai que quand on part de rien, il faut avoir cette culture-là et cette connaissance-là. Ça permet d'aller plus vite et ça permet d'éviter de faire des erreurs. Mm. Il y a une image en bas à droite, à gauche, pardon, qui est celle d'un ordinateur ouvert avec un cahier devant et un mug. Ça représente un peu ce qui se passe dans une journée. Je fais beaucoup de réunions et beaucoup d'échanges, souvent en visio d'ailleurs. Le Covid, de ce point de vue-là, a complètement changé ma manière de travailler. Évidemment, je ne suis pas le seul. Mais là où c'est génial, c'est que je peux discuter avec un Allemand entre 14h et 15h, être avec vous de 15h à 15h30, être dans une réunion physique dans un magasin à 16h et discuter avec un Chinois ou un Espagnol une heure Mm. après. Donc j'ai beaucoup d'échanges et beaucoup de réunions parce qu'en fait, quand on explore et quand on construit des projets, il faut beaucoup échanger avec les gens. C'est ce qu'on voit aussi d'ailleurs au milieu. Et puis après, celle qui est l'ampoule là, qui est prise, je pense que c'était aussi pour la créativité, mais je ne suis plus tout à fait certain de la raison pour laquelle on l'avait choisie, celle-là. Mais c'est d'essayer de faire émerger des idées et de faire en sorte qu'une petite idée devienne une belle et grande réalisation dont le collectif, les équipes qui auront fait ce travail-là pourront être fiers et qui vont servir le sens de l'entreprise, le sens de Decathlon. Le sens de Decathlon, c'est de faire en sorte que les gens pratiquent le sport Mm. pour se sentir mieux, pour être bien dans leur corps, pour être bien dans leur tête, pour être en bonne santé. C'est ça le sens de l'entreprise. Bien sûr. C'est partir de cette idée-là et faire en sorte que ça soit une réalité derrière. Et c'est une source d'une grande fierté et d'une grande inspiration. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi choisi cette lumière. On veut inspirer aussi les gens à travers ce qu'on fait pour leur donner envie de pratiquer le sport et de ressentir les bienfaits du sport. Bien sûr, mais ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment ressenti avec tous les professionnels qui sont venus nous parler de Decathlon. Déjà, depuis hier, il y a vraiment une unité, j'ai l'impression. Et ça, ça fait plaisir d'avoir une entreprise qui vibre autant l'unité, en tout cas le sens de l'équipe, on va dire de l'entraide et la passion du sport. Et ça, j'imagine que c'est vraiment quelque chose que vous recherchez quand vous recrutez des personnes. Est-ce que justement, dans ton métier, ça recrute? Alors, dans mon métier, ça recrute. Dans tous les métiers chez Decathlon, ça recrute parce qu'on est une entreprise dynamique et qui est en croissance. Alors après, il y a des périodes, comme toujours dans l'entreprise, où il y a des périodes de fort recrutement parce qu'il y a des forts besoins, puis des périodes où on consolide un petit peu plus, donc où on recrute un peu moins parce qu'il faut que les équipes se constituent, elles apprennent à travailler ensemble, qu'elles délivrent. Donc en ce moment, c'est une période un petit peu plus calme, où on recrute un peu moins. Mais oui, alors après, recruter, moi, dans mon métier, c'est souvent aussi pas forcément recruter des gens de l'extérieur, mais c'est recruter des gens de l'intérieur, des gens qui sont dans des projets, qui sont dans des sports, qui sont dans des magasins, qui sont dans des entrepôts, qui sont dans des organisations, pour travailler ensemble sur les Mm. projets qu'on a décidé d'avoir. Mais oui, c'est une entreprise Decathlon qui recrute, et c'est une entreprise qui recrute, tu le disais tout à l'heure, qui recrute sur la passion et le potentiel des gens et non pas forcément ce qu'ils savent faire. On attache beaucoup d'importance au savoir-être plus qu'au savoir-faire. Les Mm. savoir-faire, on les développe dans un collectif qui est bien construit. On se forme, on apprend. Les savoir-être, c'est des choses qui sont plus difficiles à apprendre dans une entreprise. C'est souvent des choses qu'on a Bien sûr. appris dans sa jeunesse et dans son éducation. Voilà, donc on privilégie les sportifs, les passionnés, les savoir-être
et la diversité. Ok, bah très bien. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir des entreprises comme ça. Alors, il y a pas mal de questions dans le chat. J'ai vu notamment, là, il y a Rama qui demande, est-ce qu'il faut savoir parler des langues étrangères? Yes, my dear. If you don't speak English, you have a problem. Ah Oui, mince. absolument. Il faut savoir parler anglais. Il faut savoir parler anglais. C'est pas, ça serait bien, c'est juste obligatoire. Vous ne pouvez pas travailler dans une entreprise comme la nôtre si vous ne savez pas parler anglais et lire l'anglais. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise qui est dans 50 pays avec 100 000 collaborateurs. Vous croyez que tout le monde parle français? Bah non. Donc on parle anglais. Donc si vous avez un sujet sur lequel il ne faut pas que vous fassiez l'impasse, parlez anglais. Et ça tombe bien parce que les plateformes aujourd'hui, elles vous donnent plein de contenu en anglais. Donc, un coup Netflix par-ci, un coup Amazon par-là, plus tout ce que vous pouvez voir sur les plateformes, parlez anglais. C'est hyper important. Totalement. Et justement, via ton métier, est-ce que tu peux être amené à avoir des déplacements professionnels en dehors de la France? Oui, Ok. oui. Alors, on essaye de les limiter parce que vous savez que les déplacements, en règle générale, d'abord, ça prend du temps. Ensuite, ça coûte de l'argent. Et enfin, ça a un impact aussi sur la planète, notamment quand on prend l'avion ou quand on prend la voiture. Donc, on essaie de les limiter au maximum. C'est pour ça que le fait de se voir en visio, la plupart du temps, est très pratique. Par contre, on sait bien que la visio ne remplace pas le contact physique, ne remplace pas les choses qui se disent, non pas à travers les mots, mais à travers les émotions qu'on partage, à travers les choses qu'on ressent, parce qu'on est des humains, on n'est pas des robots. Et c'est ces moments-là qui sont importants, parce que c'est ces moments-là qui construisent aussi le ciment des équipes. Hein, moi, il m'est arrivé d'aller en Chine pour mon métier. Bah, les Chinois, dans leur culture, ils ont besoin de passer des moments de convivialité avec vous pour réellement faire partie de votre équipe et que vous fassiez partie de la Mm, leur. bien Si vous ne sûr. le faites pas, eh ben, ça ne marchera jamais vraiment très bien parce qu'ils ne vous considéreront pas comme quelqu'un de leur cercle proche. Voilà, donc il faut effectivement voyager et on a des déplacements assez régulièrement, mais on essaye de faire attention à ne pas les multiplier pour les multiplier, notamment quand il faut prendre l'avion ou la Mm, voiture, parce que ça a un impact sur l'atmosphère. bien sûr. Et l'idée, c'est de réduire au maximum notre impact. Mais ça doit être passionnant parce que, comme tu disais, il y a les différences de culture, les différences de pays, les manières même différentes de consommer, on va dire, pour chaque article. Ça doit être passionnant. J'imagine que ça doit être une part de ton métier qui change un peu du quotidien, non? Oui, et puis c'est humainement très enrichissant. Sans tomber dans la caricature, un Indien qui vous dit oui, comme ça, eh ben, il ne vous dit pas oui. Il vous Ah, dit un oui qui ne veut pas dire un oui. Parfois, ok. un Chinois qui va vous dire oui, vous dira oui, mais vous sentirez que ce n'est pas un vrai oui. Ouais, il faut aller plus loin, quoi. Il faut aller plus loin, il faut se mettre, il faut aimer en fait les personnes que vous allez voir et il faut aimer la culture. Ça, d'un point de vue humain, c'est hyper enrichissant. C'est au-delà du métier, au-delà des moments professionnels. D'un point de vue humain, c'est exceptionnel. Donc, oui, oui, les cultures sont différentes et c'est cette diversité des cultures et des points de vue et des approches qui fait aussi la richesse de l'entreprise, d'une manière générale. Bien sûr. Ok, bah très bien. Bah justement, tu nous as partagé un peu un cas concret pour qu'on en sache un peu plus sur les missions que tu peux être amené à avoir dans ton métier. Tu nous as dit lancement du projet, location des produits Decathlon, par exemple un vélo enfant. Donc les problèmes que tu peux rencontrer dans justement ces missions, ça va être coordonner l'ensemble des équipes, logistique, communication. Donc là encore une fois, il faut vraiment savoir travailler en équipe, discuter, vraiment avoir vraiment ce rôle de chef d'orchestre un peu. Tout à fait, tout à fait. Donc, si on prend l'exemple de cette mission, en fait, quand on regarde aujourd'hui comment on consomme de la musique, comment on consomme des médias, comment on consomme des logiciels, bah, on les consomme plus en les achetant, on les consomme en les louant quelque part. Parce que quand vous payez un abonnement à Netflix, à Spotify ou à Microsoft 360, Mhm. vous achetez pas la solution, vous l'utilisez. Bah, on s'est dit, quand vous achetez, enfin, quand vous utilisez une voiture de plus en plus, notamment pour des voitures neuves, bah, vous faites ce qu'on appelle du leasing, c'est-à-dire vous louez pendant une longue durée la voiture.
Et donc, on s'est dit, il faut qu'on rende accessible le sport à travers ce mode de consommation qui est de ne pas posséder le produit, mais de l'utiliser et donc d'avoir tous les avantages de l'utilisation. C'est comme si c'était mon produit, je l'utilise tous les jours, sauf que ce n'est pas le mien, c'est celui de Decathlon qui le met à ma disposition. Et donc, tous les inconvénients, je vais les laisser à Decathlon. Le fait Ouais. que le produit s'abîme, le fait que le produit, il faille le maintenir, le réparer, le fait que le produit, je ne m'en serve pas l'hiver, etc., etc. Donc, on a lancé ça. Et on a observé quoi? On a observé que les parents, ils venaient dans nos magasins et ils nous disaient, je vais acheter un vélo pour mon enfant, mais je ne sais pas quelle taille prendre parce que là, il grandit vite, il est entre deux tailles. Alors, on lui prend un trop petit, mais au bout d'un moment, l'enfant, il n'est plus satisfait et puis ça ne lui va pas. On lui prend un trop grand et c'est difficile aussi pour lui parce qu'il n'arrive pas à pédaler. Donc, on s'est dit, mais en fait, le plus simple, ça serait de dire à un parent, prends le vélo à sa taille. Et puis, si dans 3 mois, ce n'est plus la bonne taille, tu le ramènes et puis on t'en donnera un autre d'une autre taille. Mais ça, pour faire ça, ce n'est pas facile. Donc, on s'est dit, on va louer. Et c'est comme ça qu'on a lancé cette idée de la location, c'est-à-dire de l'usage plutôt que de la propriété. Et donc après, effectivement, comme c'est quelque chose qui n'existe pas chez Decathlon, qui n'existait pas chez Decathlon, c'est comme si on avait créé une nouvelle entreprise à l'intérieur de Decathlon. Il a fallu monter un groupe projet au global. Il a fallu monter des équipes et coordonner des équipes pour arriver à ce but qui est qu'aujourd'hui, quand vous rentrez dans un magasin Decathlon, et que vous êtes devant un vélo enfant, il n'y a pas que les vélos enfants, les vélos adultes, ça marche aussi. Vous pouvez dire, soit je l'achète, neuf ou d'occasion, puisqu'on disait tout à l'heure qu'on a des vélos d'occasion et des vélos reconditionnés, soit je le loue. Et je m'engage pour le louer pendant 3 mois minimum, mais après, je vous le rends quand je veux, quand j'ai décidé, et j'arrête de payer, comme un abonnement. Mais Donc, ça, effectivement… Ah oui, excuse-moi, je rebondis là-dessus parce que comment on fait? Parce que là, par exemple, je pense notamment, bon là, c'était vélo enfant, mais mettons pour moi, si par exemple je veux louer une paire de skis, par exemple, comment ça fonctionne dans le sens où si, mettons, je l'abîme vraiment beaucoup, est-ce que je peux quand même le ramener ou pas? Ouais, alors d'abord, ce qu'il faut distinguer dans la location, c'est qu'il y a deux types de location. Il y en a 3 en fait. Il y a la location très courte durée, celle que vous connaissez. Pour ceux qui vont au ski, qui ont la chance d'aller au ski, ceux qui font du ski, c'est je vais louer des skis ou un surf pendant une semaine. Ou je vais louer un vélo pour aller faire du vélo quand je vais visiter les châteaux de la Loire ou que je vais sur une île, bref, peu importe, quand je suis en vacances et que je vais louer un vélo pour une journée. Ça, c'est la très courte durée. Ça se compte en jours. Il y a la location par abonnement, ce qu'on appelle un abonnement. C'est un peu comme Netflix, comme Spotify. Je m'abonne tous les mois, mais je peux m'arrêter quand je veux. Ça se compte en mois. Et il y a la location longue durée, comme son nom l'indique, longue durée, ça se compte en années. D'accord? Donc, dans ces 3 typologies de location, il y a des comportements, il y a des contrats, des droits et des devoirs. Moi, loueur, j'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs qui sont de prendre soin des produits. Par contre, on sait que quand on fait du sport avec un produit, on peut l'abîmer. Donc, généralement, la plupart du temps, la location des produits est assortie d'une assurance. Une assurance contre la casse, une assurance contre le vol, d'une assurance contre les incidents qui peuvent survenir. Donc, on appelle ça une assistance. Vous partez en vélo et puis vous avez un problème avec le vélo à 40 km de chez vous, vous avez une assistance qui va venir s'occuper de vous pour récupérer le vélo. Ça fait partie des services et justement qui sont des avantages par rapport à la location. Parce que quand vous achetez un produit, OK, il est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Mais quand vous avez un problème, vous vous débrouillez tout seul et il n'y a personne pour vous aider. C'est bien la différence et c'est la réalité et c'est la raison pourquoi on a aussi proposé ce type de produit. Moins cher au début, puisqu'on ne paye pas tout d'un coup, et plus de services qui font du sens. Ok. Et donc, dans ton métier, est-ce qu'il faut une aisance numérique? Oui. Oui. Okay. Oui, parce que transformer des modèles de commerce qui existent, aujourd'hui, ça ne passe forcément que par des solutions digitales. Donc, il faut une connaissance du numérique et du digital. J'ai pas de souci, je pense que toutes les personnes qui sont là dans ce live sont des digital natives, donc ils n'ont pas la même problématique que moi. Moi, quand j'avais votre âge, j'ai commencé à voir venir les premiers ordinateurs. Autant vous dire que c'était des dinosaures. Et puis, Internet, ça n'existait pas.
Et puis les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Vous, ça existe. Mais oui, il faut que vous soyez digital native parce que vous ne pouvez pas transformer une entreprise, offrir des solutions d'accessibilité qui vont se déployer dans le monde entier si vous ne le faites pas à base de numérique ou de digital. Donc il faut une aisance digitale. Ok, très bien. Merci pour cette réponse. On a Absatou qui demande pourquoi avoir choisi ce métier. Donc, je te propose, c'est justement la perche que j'attendais pour passer sur ton parcours, pour en revenir un petit peu sur ton parcours. Donc, après la troisième, tu as dit j'étais un élève appliqué sans jamais trop me prendre trop au jeu. Et tu as fait un lycée du coup général scientifique. Est-ce que déjà tu avais un peu une idée de ce que tu voulais faire plus tard ou dans quoi tu te voyais? Moi, je suis un mec curieux et je suis curieux et j'aime bien plein de choses en fait. Donc la difficulté pour moi, c'était de choisir. Alors j'avais de la chance, c'est que j'avais plutôt pas mal d'aisance dans les études. J'étais pas mauvais dans la plupart des matières et j'étais plutôt assez bosseur. Mais donc c'est pour ça que je dis que je faisais des études sérieusement, mais je me prenais pas au sérieux. C'est-à-dire que j'aimais aussi beaucoup déconner, j'aimais aussi beaucoup faire du sport, j'aimais aussi beaucoup m'amuser, et j'avais pas simplement envie d'être l'élève, le bon élève, le doigt sur la couture. Donc, et très tôt, les métiers de la création m'ont attiré. J'étais attiré par le théâtre, par la comédie, j'étais attiré par le commerce, j'étais attiré par la création, notamment la création des bâtiments. Voilà. Mon grand-père était maçon. Moi, ce que j'aimais, c'était avec lui, quand j'étais gamin sur les chantiers, prendre des pierres, des parpaings, faire du ciment, monter des maisons, même si moi, je ne l'ai pas monté, mais je participais. J'adorais ça. Donc, la création a toujours été quelque part un fil rouge, même si je ne l'exprimais pas comme ça. J'ai fait une étude scientifique qui m'a permis de faire ce qu'on appelle des prépas, et donc des classes préparatoires où on bosse beaucoup, hein. C'est plutôt sélectif. Et puis ensuite, j'ai fait une école de commerce, une école de management à Lyon. Et après, j'ai eu une carrière qui était une carrière en zigzag. Je suis passé de grosses boîtes à des petites boîtes, de métiers de service à d'autres métiers, avec un fil rouge qui était tout le temps le commerce. Je faisais toujours du commerce. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi et sur lequel j'étais pas trop mauvais. Puis après, progressivement, avec l'expérience, j'ai créé des sociétés. J'ai créé une première société en 2000 qui s'appelait WAP Research et qui était une société qui avait vocation à faire en sorte qu'on puisse mettre Internet dans des téléphones. D'accord, ah ouais. Ça va vous sembler bizarre ce que je vous dis là. Parce que, non, mais c'était précurseur. Mais le premier iPhone que Steve Jobs a inventé, il est arrivé en 2007. Moi, j'ai créé cette société en 2000, trop tôt d'ailleurs, trop tôt. Il y avait le téléphone slider qu'on voit dans Matrix de chez Nokia, et on commençait à mettre de l'Internet sur ces téléphones-là. Voilà. Donc, j'ai défricheur. Voilà. J'aime bien aller chercher les innovations, la rupture, la création. Mais c'est bien, ouais. C'est ce que tu montres. Excuse-moi, je voulais dire, genre, c'est réagir et dire, c'est justement ce qui concerne bien ton métier. En fait, c'est un peu ce qu'on va te chercher aussi, d'avoir des nouvelles idées, d'être créatif, de découvrir de nouvelles choses. Donc, quelque part, c'est pas si incohérent à la suite. Non, c'est ce qui marque ma carrière professionnelle, quelles que soient les entreprises dans lesquelles j'ai été, que ce soit des petites, des grandes, celles des autres ou celles que j'ai créées, c'est que les projets d'innovation et les projets de création ont toujours été au cœur de ma motivation. Quand j'étais directeur général de Stream Power, qui était une société qui faisait du streaming vidéo, mais à l'époque, ça vous semble naturel et natif, mais en 2000, le streaming vidéo, il fallait coder pour mettre dans des browsers du code pour qu'il y ait de la vidéo qui s'insère dans votre browser. Là, aujourd'hui, vous ouvrez un écran, un frame, vous balancez une vidéo, ça tourne tout seul. Ça s'intègre nativement. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, on était toujours dans cette logique de création. Et c'est assez amusant parce qu'effectivement, on a fait, il y a marqué l'émission Love Story. On a accompagné les premières émissions de télé-réalité qui sont arrivées en France. Incroyable. Love Story en 2000. Dans lequel il y avait ce qui se passait à la télé et ce qui se passait sur le web. Ce qui se passait sur le web, c'est nous qui le faisions. Ok, ah ouais, sacré challenge aussi là. Ouais, c'était rigolo. Se relier sur
télé-réalités en plus, donc vraiment sur tout l'aspect télévisuel, ça doit être une sacrée chose à faire. Et du coup, tu es Absolument. arrivé directeur communication chez Decathlon de suite après ça? Non, en fait, bon, j'ai créé cette société qui s'appelait WAP Research, société d'Internet mobile. Ensuite, j'ai été directeur général d'une société qui s'appelait StreamPower, je vous en ai parlé, sur la télé-réalité, sur du contenu. On a fait pas mal de choses. Cette société, on l'a revendue à l'époque à un grand groupe. Moi, j'ai évolué vers ce qu'on appelle des métiers de communication, ce qu'on appelle une agence média digitale. Une agence média, ça fait quoi? C'est une société qui fait du conseil et qui dit à des grands clients, par exemple comme Eurostar ou comme Decathlon, je vais vous aider à créer des contenus et à investir dans des supports dans lesquels vous allez diffuser vos contenus. Donc ça peut être de la publicité sur Internet, ça peut être des mots-clés, ça peut être du référencement naturel, ça peut être billboarder des émissions dans des réseaux sociaux. C'est ça qu'on a fait. Et ça m'a amené progressivement à partir du contenu vers la communication. Et à l'époque, Decathlon cherchait un directeur de la communication sur les vélos, Between. Et c'est comme ça que je suis rentré chez Decathlon en 2011, effectivement. Après avoir eu un parcours d'entrepreneur, en fait. Ok, ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, toutes tes expériences personnelles ont réussi à t'amener aussi là, à te faire monter les échelons. Alors il y a une question qui a été posée au moins 10 fois sur le chat, donc désolé Thomas de mettre autant de temps à la poser. Mais du coup, il te demande comment décririez-vous l'équipe parfaite au niveau des compétences? Je pense que l'équipe parfaite, elle n'est pas au niveau des compétences. L'équipe parfaite, elle est au niveau de la complémentarité et des savoir-être. Les compétences, c'est pas compliqué à acquérir. Et vous le voyez aujourd'hui, les compétences sont accessibles. Tout est accessible aujourd'hui. Vous demandez à Gemini ou à ChatGPT ou à Claude, et vous avez toute l'information comme jamais on a pu l'avoir auparavant. Donc les compétences du savoir, déjà, sont beaucoup plus accessibles. Ce qui est le plus important dans une équipe, c'est la complémentarité des personnalités, la, 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 la diversité des personnalités, mais qui respecte un objectif et qui lui-même est porteur d'un sens qui soit important pour cette équipe. Si moi je vous dis on va faire de la location, mais que vous avez envie de travailler sur des produits financiers pour faire beaucoup d'argent parce que c'est votre volonté, c'est votre envie, bah, vous n'allez pas vous amuser, quoi. Vous n'allez Bien pas sûr. être à votre place parce que vous n'allez pas adhérer à ce sens et à ces valeurs. Donc moi je pense que l'équipe parfaite, elle n'est pas sur les compétences, elle est sur la complémentarité des savoir-être. Évidemment, après, il va falloir toujours retrouver des gens qui ont des compétences techniques, des gens qui ont des compétences plutôt humaines, des gens qui ont des compétences commerciales, des gens qui ont des compétences financières, parce que c'est toujours des grandes fonctions qu'on retrouve dans une entreprise. Il y a toujours un financier, il y a toujours un commercial, il y a toujours un patron des opérations ou quelqu'un qui fait les opérations, quelqu'un qui s'occupe de la prévente, quelqu'un qui s'occupe de la communication, quelqu'un qui s'occupe des hommes et des femmes. Donc il y a toujours ces profils-là. Et on les assemble en fonction des besoins des projets. Mais plus que les profils, des gens qui connaissent des choses, c'est des gens qui sont alignés sur le sens d'un projet, qui partagent les mêmes valeurs et qui ont envie d'aller ensemble dans une même direction de façon complémentaire. Et Bien sûr. après, les compétences, elles s'acquièrent. Donc C'est le pas ça qui est le plus relationnel, important. plus. Oui, et c'est pour ça quand on est à l'école, on apprend des choses et parfois on a du mal à apprendre parce qu'on se dit mais à quoi ça sert? Quel est le sens de tout ça, etc. Évidemment, ça sert parce que la culture est importante et tout ce que vous apprenez est important. Mais ce qui est important surtout, c'est la manière dont vous allez vous comporter en collectif. Et ça, c'est pas forcément en géographie, en histoire que vous allez apprendre. C'est peut-être dans d'autres choses. Très bien. Bon, bah écoute, merci. Donc justement, on va passer aux choses que tu préfères, les choses que tu aimes un peu moins. Dans ce que tu préfères, tu nous as dit créer une idée et la rendre concrète et imaginer des solutions innovantes et relever des défis. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce niveau? Non, mais je pense que c'est clair par rapport à tout ce que j'ai déjà pu dire. Ouais. Une autre manière de le dire, c'est dans une société moderne et très balisée, encadrée, avec des règles, avec des codes, des choses à respecter. Bah,
la création, l'innovation est un moyen d'être un peu aventurier et de vivre une aventure sans forcément vivre une aventure au sens physique du terme, à aller découvrir des territoires inconnus ou alors aller transgresser les lois et les règles de la société. Donc, je pense que peut-être à une autre époque, je me serais embarqué sur des bateaux et j'aurais été corsaire ou aventurier, ça m'aurait plu. Parce que c'était pareil, il fallait partir, on ne savait pas où on allait. Donc moi, c'est ça qui me motive, c'est ça qui m'amuse. Imaginer des solutions innovantes, relever des défis, c'est aussi quelque part, j'ai un problème, bah, j'imagine la manière dont le résoudre. Oui. Et ce qui fait d'ailleurs que j'aime moins l'incohérence entre les discours et les actions. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu plus de difficultés à m'enthousiasmer quand j'écoute des hommes et des femmes politiques qui ont des discours mais n'ont pas des comportements qui sont très alignés avec leurs discours. Alors, est-ce qu'ils le savent et ils font exprès? Est-ce qu'ils aimeraient bien mais ils ne peuvent pas? Ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, quand on n'aligne pas son discours, ce qu'on dit et ce qu'on fait, j'ai un peu plus de mal avec ça. Compliqué. Je comprends. J'ai un peu plus de mal avec la résistance au changement. Parce que le changement, c'est la vie, en fait. C'est normal, l'humain résiste à tout changement. En fait, c'est comme c'est une loi physique. La loi physique, c'est que les choses se posent. Et donc, quand on dérange les choses, ça dérange. Si vous soufflez sur la mer, ça fait des vagues. Si vous arrêtez de souffler, elle se pose. Bah, l'homme, c'est pareil. Quand il est posé dans un endroit, il est tranquille, il est confort, il ne veut pas en sortir. Le changement, c'est ce qui permet de sortir de sa zone de confort, de découvrir des choses, de progresser et d'être un humain. Et donc, la résistance au changement, c'est parfois un peu pénible, même si elle est normale. Voilà. Puis j'aime bien les gens qui font, plus que les gens qui parlent, même s'il faut savoir parler. Mais j'aime bien les gens qui font. Bah, merci pour toutes ces réponses. Alors, il y a, j'ai vu Malky, il y a aussi Esma qui sont curieux et qui aimeraient savoir si c'est possible d'avoir une fourchette de salaire, justement, en net, si c'est possible. Dans les métiers que je fais? Oui, ou alors simplement juste un classement de 1 à 5 étoiles. On va dire 1, c'est un salaire peu élevé, et 5 étoiles, c'est très très élevé. Où est-ce que tu te situes à peu près? Alors moi, je fais partie des gens qui sont à 4 ou à 5 étoiles. Ça dépend où vous mettez les étoiles. Mais c'est parce que je suis en fin de carrière aussi. C'est parce que j'ai une grande expérience. Oui, Donc, bien sûr. j'ai réussi à gérer des projets complexes qui, à la fin, créent de la valeur économique. L'allocation par abonnement mensuel, c'était une idée sur 4 slides que j'ai été présenté à un DG il y a 5 ans. Cette année, ça va faire 35 millions d'euros. Ouais. Donc, il y a de la valeur qui est créée. Donc, c'est normal que j'ai un bon salaire. Mais le salaire, c'est la conséquence. Bien sûr. Objectivement, le salaire, c'est la conséquence. Un bon salaire, si on se fait suer, pour pas dire autre chose, dans son boulot, ça n'a pas de sens. Un salaire un peu moins important, si on s'éclate dans son boulot, foncez. Parce qu'en plus de ça, si vous éclatez dans votre boulot, vous allez être bon. Et si vous êtes bon, le salaire, il va monter. Totalement. Ok, bah merci pour ta franchise. Donc pour revenir à ce que tu aimes le moins maintenant, tu as dit l'incohérence entre les discours et les actions et la résistance au changement et ceux qui parlent beaucoup mais agissent peu. Ah bah tiens, on en parlait ça. Bah, ouais, bah on l'a dit, donc je pense que. Enfin, je ne sais pas ce que tu veux qu'on redise de plus dessus, Non, bah c'est puisqu'on en bon, a là, du parlé il y a coup, 5 on minutes. est passé. Je le Mais redisais bien effectivement. à l'oral pour que tout soit clair pour tout le monde. Donc ça, super. Alors, il y a Amira qui te demande de quel Ouais. projet tu es le plus fier? Celui de la location des vélos enfants. Enfin, celui de la location par abonnement. Je suis le plus fier parce que de toute ma carrière professionnelle, c'est celui qui est le plus aligné avec le sens, un sens profond qui fait du bien aux hommes et aux femmes et à la planète. Pourquoi? Parce que quand on loue un produit, on prolonge la durée de vie du produit. Et en fait, vous savez que toutes les entreprises aujourd'hui ont un problème, c'est qu'elles sont des pollueurs. Elles mettent du CO2 dans l'atmosphère, des gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement climatique. Et 80% de l'impact de Decathlon, qui se compte en millions de tonnes de CO2, millions de tonnes de CO2, 80% de ça, donc 4/5 de ça,
c'est lié au fait qu'on fasse des produits, qu'on vende. Bah, si on vend moins de produits, mais qu'on continue à faire du sport parce que le produit il est utilisé plus longtemps par plus de personnes, mécaniquement, on réduit son impact. Donc le sens, il est fort. Et le deuxième sens qui est fort aussi, c'est que ça rend accessible. Concrètement, un vélo enfant à 200 euros, vous pouvez le louer pour 12 euros par mois avec des services. Donc si vous en avez besoin de 4-5 mois, vous allez dépenser 48 euros au lieu de dépenser 200 euros et de devoir le revendre sur le bon coin ou trouver quelqu'un à qui le refourguer. Donc ça rend le sport accessible. Et le sport, c'est une formidable opportunité dans la vie des hommes et des femmes, et des jeunes et des vieux et de tout le monde. Et ça a moins d'impact sur la planète. C'est pour ça que c'est celui dont je suis le plus fier. C'est celui qui est le plus aligné avec le sens profond. Non, mais je comprends totalement. Et dont je suis fier. Voilà, je suis fier. Après, j'ai fait plein de choses dont je suis fier, mais probablement que c'est celui-là dont je suis le plus fier. Ok. Très bien. Bon, c'est vrai que pour le coup, ça sera c'est totalement novateur aussi pour quand on a des enfants, effectivement, parce qu'ils grandissent très très vite. Vous avez peut-être des frères et des sœurs qui poussent très très vite, on va dire, et donc c'est bien de pouvoir changer l'équipement sans avoir besoin à chaque fois de débourser toute une moitié de paye, entre guillemets, pour certains. Exactement. On va passer à la suite justement avec l'anecdote. Tu nous as dit, nous avons réalisé la première émission télévisée en live intégrant la participation en temps réel des internautes récompensés par un Emmy Award. Donc ça, c'est fou quand même. Ouais. J'en ai plein des anecdotes, mais celle-là, elle est intéressante. Quand je dirigeais Stream Power, en fait, notre métier, c'était de mettre de la vidéo sur le web. Et un jour, on a rencontré des producteurs de télévision qui nous ont dit « C'est génial ce que vous faites. Nous, on sait faire de la télé, mais on ne sait pas faire de la télé sur le web. » Ouais. Et en discutant, on s'est dit on va faire une émission sur les cultures urbaines. Elle s'appelait Culte. Vous irez googler ça. C-U-L-T. Donc sur la musique, sur le sport, sur l'art, sur la culture, etc. Alors ça passait sur France 5, qui n'était pas forcément la chaîne la plus dédiée à ça, mais bon, peu importe. Et c'était une émission en live d'1 heure, tous les soirs, de 19h à 20h, dans ce qu'on appelle l'Access Prime Time, dans lequel on faisait participer des internautes en live. Donc, en fait, quand vous regardiez la télé, vous voyez des gens qui étaient comme si c'était en visio aujourd'hui, dans une émission de télé. Alors aujourd'hui, ça nous semble commun, mais en 2005, je peux vous dire que c'était ovniesque. Personne ne connaissait ça. Et ces gens-là, en fait, interagissaient avec les invités sur le plateau télé. Donc, on avait des beatboxers qui beatboxaient ensemble, ils beatboxaient sur le plateau et ils beatboxaient de chez eux depuis leur canapé ou leur bureau derrière leur webcam. Et voilà. Et on a fait ça, et c'était une émission totalement interactive dans laquelle on interagissait avec le contenu. Et on a présenté comme ça en disant tiens, on va présenter ça aux Emmy Awards. Donc les Emmy Awards, c'est dans le monde de l'audiovisuel, c'est une récompense américaine qui est extrêmement connue pour ceux qui la connaissent. Sinon, vous irez googler, vous comprendrez ce que c'est. Et ils avaient lancé les Interactive Emmy Awards, parce qu'il y avait de l'interaction dans ces émissions. Ce n'était pas simplement une émission de télé. Et on s'est dit, tiens, on va postuler. Mais vraiment, la petite équipe qui bossait sur Paris, région parisienne, on s'est dit, on va postuler à un prix. C'est comme les Oscars au cinéma. C'est comme les Oscars. Et on a gagné. On a gagné. Donc, on a été invité à Hollywood et on a été chercher notre statuette du Interactive Emmy Award. Le premier Interactive Emmy Award, on l'a gagné devant une émission danoise et une émission anglaise. Parce que justement, on avait apporté cette innovation de mettre des internautes dans des émissions de télé qui interagissaient avec le public. Donc, c'est une anecdote assez rigolote. Après, j'en ai plein d'autres, parce que dans la télé-réalité, j'en ai plein des anecdotes. Ah, ça, c'est trop bien, ça. Ouais. Est-ce que tu en as une petite, là, pour nous donner? Là, il nous reste 1 minute. Ah oui, la petite, c'est que avec Endemol, qui était le producteur de la télé-réalité, on a inventé ce qu'on appelait le contrôle média. En fait, la première fois qu'Endemol a fait Love Story, c'est pareil, vous irez googler parce que je pense que vous êtes un peu jeune pour ça. Il y avait Loana, qui était une des participantes, qui a été très connue, qui a eu malheureusement une suite de carrière difficile, et Jean-Édouard, qui était dans le jacuzzi en train de se faire des petites papouilles et des petits bisous. Sauf que ça passait pas à la télé.
Et donc, ça fait, à l'époque, ça avait fait un scandale, parce que, voilà, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, Endemol nous a dit, mais on peut pas laisser passer ce genre de choses. Il dit, bah oui, mais vous faites des émissions en live, donc les gens, ils regardent ce qui se passe. Donc, on a inventé un métier qui est de leur dire, OK, bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez diffuser sur le web, parce que ça se passait que sur le web et sur la télé satellite à l'époque. Vous allez diffuser le contenu avec 30 secondes de décalage avec la réalité. Et nous, on va avoir des gens qui vont être payés 24 heures sur 24, enfin 22 heures sur 24 en rotation, à regarder ce qui se passe. Et quand ça dérape, eh ben, ils vont zapper pour que ça passe sur une autre caméra pour éviter que ça passe à la télé. C'est ça. Et donc, on a inventé ce métier. Et un jour, on s'est retrouvé dans une émission de télé-réalité qui est partie en live, mais en trash total. Je ne vous raconte pas les contenus. Et à un moment donné, l'opérateur qui était là pour passer d'un contenu à l'autre, il n'en pouvait plus, quoi, parce que quand il passait dans une pièce, ça parlait n'importe comment. Quand il passait dans une autre, c'était pas montrable. Quand il allait enfin, c'était parti en live. Donc à la fin, on avait installé une caméra sur un pot de fleurs. C'était la caméra d'urgence. C'était quand tout va pas bien, tu filmes le pot de fleurs. Au moins, il n'y aura pas de problème. Oui, bah, sinon, l'émission de télé s'arrêtait. Voilà, c'était rigolo. Ouais, mais carrément, mais c'est ce qui est encore mis en place d'ailleurs là pour ceux qui peut-être suivent Secret Story ou qui suivent la Star Academy. Ils continuent à faire ça et d'ailleurs ça fait souvent parler, je vois notamment sur Twitter à chaque fois de personnes qui se plaignent d'avoir sans arrêt des images par exemple du château de la Starac au lieu de se concentrer sur les conversations. Ouais, bien sûr. Bah, on a inventé ça en 2001 avec Love Story. Et à l'époque où on balançait le contenu sur le web, c'était sur M6. On a calculé qu'on a fait 50% du trafic Internet français était fait par cette émission et passait par notre plateforme. Énorme. Wow. Ouais, c'était rigolo. Maintenant, c'est TikTok, Insta. Et une génération. Voilà, mais bon, il y a des choses à trouver quand même là-dessus, je pense. Ouais, ce qu'il a trouvé, et la conclusion, ce qui est sympa, c'est qu'en fait, tout est possible. C'est pas parce que on est français, on se dit ça ne peut pas arriver. Bah, on est français, on a gagné un Interactive Emmy Award. Tout est possible, il faut y croire. Et c'est vrai que la grande différence entre les Européens et les Américains, c'est que les Américains, ils y croient, quoi. Ils y croient, pardon. C'est pas... Ils y croient. Ils y croient à fond. Ouais, why not? Il faut être dans cet état d'esprit-là, dans cette mentalité-là. Vous pouvez tous être capables de faire des choses de dingue. Vous pouvez tous être capables, mais il faut y croire. Et il faut se donner les moyens. Totalement. Bah justement, j'allais te demander le mot de la fin, mais tu l'as fait avant moi, tu vois. T'es novateur jusqu'au bout dans les questions. Bah, merci beaucoup, en tout cas, Yann, d'avoir passé cet après-midi avec nous. Pour le coup, on en a appris énormément, que ce soit sur Decathlon, mais aussi sur ton métier, aussi sur ton inspiration. Et on voit bien que c'est vraiment un métier qui te passionne. Et je pense que c'est vraiment le plus important, notamment quand on travaille chez Decathlon. Donc, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Ouais, je regrette juste de ne pas vous voir. Enfin, toi, je te vois, mais tous les jeunes qui sont là. Mais voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite de bien vous éclater, de bien réussir, de passer un bon été. Faites du sport. Faites du sport. Merci beaucoup. Bah, il y a justement Abdallah dans le chat qui dit il a une belle mentalité, Yann. Merci à Yann, nous dit Esma aussi. Donc parfait, merci beaucoup à toi. Et puis nous, le chat, on se retrouve dans 10 minutes pour le grand quiz, bien évidemment. Et puis juste avant la synthèse, donc j'espère que vous avez bien pris des notes avec Yann et que vous allez pouvoir bien les synthétiser pour qu'on puisse avancer sur la synthèse. Merci beaucoup à tous. À bientôt, prenez soin de vous. Aussi dans les commentaires, Amira qui dit merci beaucoup pour nous avoir parlé. Voilà, tout le monde est content, tout va bien. Et puis, bon après-midi à tout le monde. Et puis nous, le chat, à dans 10 minutes.